Ça se dit pas. Les rencontres. Qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se dit pas? Moi, ce qui se dit pas, c'est... Moi, je suis autiste et je vous emmerde. C'est très bien, ça. Aller à la rencontre des différents acteurs de la psychiatrie. Ça se dit pas à la Bulle Bleue, ESAT et Fabrique Artistique. Je suis Delphine Morel et je suis directrice de la Bulle Bleue, qui est une compagnie, un lieu de fabrique artistique qui a la particularité d'être structuré en ESAT, donc établissement et services d'accompagnement au travail. Et donc, je dirige cet établissement depuis sa création en 2012 et j'en assure aussi avec le responsable de la compagnie et de la programmation, la direction artistique. Alors, j'assure la direction artistique, j'assure le développement, la coordination, mais je porte pas les créations. Je ne suis pas metteur en scène, ni comédienne, ni formatrice. Et ça, c'est une des particularités de la Bulle Bleue, c'est qu'on travaille, on invite en fait en association artistique d'autres artistes pour venir travailler avec les acteurs de la compagnie. C'est une troupe permanente de 15 acteurs aujourd'hui. Au départ, ils étaient 9. Et c'est vraiment un projet de troupe permanente, des acteurs qui vont inviter, qui vont travailler avec des metteurs en scène qui sont extérieurs, mais qui sont quand même en immersion sur des cycles à peu près de projets de 3 ans. Et évidemment, tout l'enjeu, c'est de trouver la cohérence, le lien, comment on passe de l'un à l'autre, qu'est-ce qui s'écrit, qu'est-ce qu'on va rechercher. Et par ailleurs, je suis aussi directrice d'un autre ESAT qui est sur le même site, qui s'appelle les Ateliers Kennedy. Oui, et c'est important parce qu'au départ, le projet n'était pas conçu comme ça. Et en fait, il s'est trouvé qu'au départ du directeur de l'autre ESAT, il y a eu un choix qui a été fait qui n'est plus qu'une seule direction. Et donc, on a constitué une direction commune entre les deux établissements. Et c'est important parce que c'est aussi ce qui a donné une dimension au projet de la Bulle Bleue, d'être aussi un projet de territoire, puisque sur l'autre ESAT, il y a 120 professionnels en situation de handicap, une trentaine de salariés. Donc c'est aussi comment ce projet artistique va irriguer tout un dispositif, on peut trouver un nom plus joli, quoi, mais en tout cas, comment ça anime aussi, ça devient un projet de site, et au bout de 12 ans maintenant, ça l'est devenu. Ça a été difficile parce que c'est un cheminement très long, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a donc sur cet ensemble un lieu théâtral, un lieu avec maintenant quand même un théâtre, une salle de répétition, un studio et une plus petite salle, donc quand même un complexe qui commence à avoir quelques moyens, une troupe permanente avec 15 acteurs et des régisseurs, des cuisiniers, puisqu'il y a tout un projet de création culinaire, on va dire, et des jardiniers. Ouais, donc ça fait quand même beaucoup de choses, mais c'est ça en même temps, c'est super riche, quoi. Tous ces aspects... Oui, c'est super riche. C'est sûr que là, on fait quand même on est en train de faire le bilan, en fait, puisqu'on fonctionne sur des cycles artistiques de 3 ans, donc on est en train de finaliser le 4e, donc qui marque la 12e année. Donc oui, c'est très riche et en même temps, c'est rapide et aussi c'est un peu, il y a de l'inertie aussi. Des fois, on aimerait sans doute aller plus vite ou on aimerait avoir plus de moyens de structuration, mais quand même, c'est sûr que quand on se remet en perspective et qu'il n'y avait rien il y a 12 ans, on a eu une première période de 6 ans qui était très créative et puis une deuxième période de 6 ans où on a développé d'autres axes que la compagnie et le lieu. Et aujourd'hui, effectivement, on est sur aussi des logiques très réflexives de la professionnalisation des artistes en situation de handicap, comment on forme, la formation. On est aussi sur cette dynamique nationale et européenne. Donc oui, c'est très riche. C'est à la fois très local, très petit localement. On est vraiment sur notre territoire. Il y a quelque chose de très intense qui se passe sur un site où il y a 200 personnes. Et l'enjeu, c'est que ces 200 personnes elles puissent avoir un accès facilité à la pratique artistique. Et en même temps, on va s'élargir, et on travaille avec une chercheuse associée, on fait des publications, et puis on va aller au niveau européen. Donc, moi, des fois, je dis que c'est un peu comme une poupée gigogne, en fait. C'est que j'ai l'impression que j'ouvre une poupée, puis il y a une autre poupée, et puis, c'est pas une question de taille, à vrai dire, mais en tout cas de dimension. Et quand je l'explique, souvent, je perds un peu les gens au bout de 5 minutes. Vous faites quoi là du coup? Travail sur table.
Travail sur table, c'est-à-dire que ça consiste en quoi exactement? Travailler nos projets individuels ou nos envies pour la suite. Être comédienne à la Bulbe, déjà, c'est d'avoir une présence sur scène et je pense avoir une présence, on va dire, assez générale. Et être comédienne aussi, c'est de retenir ses textes, c'est d'avoir aussi une aisance à faire des improvisations sur scène et de jouer en public, c'est-à-dire devant un public. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on peut avoir souvent des trous de mémoire où on oublie le texte, c'est un petit peu compliqué. D'accord. Mais sinon, c'est aussi l'avoir l'envie d'être là et de jouer en tant que comédienne, quoi. Ça fait combien de temps, toi, que t'es Moi, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, ouais. Parce que moi, je suis, depuis le 6 février 2012, Ouais. en fait, je suis des premières avec Julien, avoir été là quand la Bulbe a été créée. D'accord. Et donc... Et t'en as pas marre, alors? Non. 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 Par contre, j'aimerais essayer d'être metteuse en scène. Ah, c'est vrai. C'est-à-dire que je voudrais faire une formation pour pouvoir être metteuse en scène et pour pouvoir voir ce que... Ah, ce serait super. Qu'est-ce que ça fait de ne pas être comédienne, mais d'être, par exemple, dirigeante ou metteuse en scène. D'accord. C'est ce que j'aimerais faire, en fait. Après, t'es comme moi, t'as quand même fait une petite pause d'1 an. Oui, c'est vrai que moi, j'ai fait une pause d'1 an, voire 1 an et demi, parce que c'était devenu trop compliqué. J'ai eu ce qu'on appelle un burn-out. Ouais. Parce que c'était devenu trop difficile pour moi, mais après c'est vrai que après ça, ça m'a manqué. Je veux dire que moi, la scène, elle me manque. Ouais. Parce que bon, moi j'aime ça, hein. Je veux dire, moi j'aime bien être devant un public, jouer devant un public, discuter avec les gens et tout ça. Moi je suis quelqu'un de très sociable, donc j'ai toujours été sociable, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand ça devient trop dur, ça fait du bien, hein, des fois, de couper un petit peu, et puis après de revenir de plus en plus forte, de plus en plus en force, en fait. Donc voilà. Moi, c'est l'inverse, j'ai fait un burn-out. Tu t'es ennuyé, c'est vrai? Oui, après le Covid, j'avais plus goût à rien, je ressentais plus rien. Oui, parce que le Covid, en fait, moi, ça m'a permis de me dire, punaise, je vais pas me lever à telle heure, je vais pas aller au travail à telle heure. Et pour moi, ça a été révélateur. Au début, je voulais complètement arrêter de travailler à la Bulbe, complètement. Parce que ça m'a... T'avais besoin d'une période où... Oui, j'avais... où j'avais libre, où tu oui, voilà, libre, quoi. Libre... Ah, bah oui, c'est sûr. Et puis après, ça a été... Mais ça a été le retour, on va dire... Il y a eu des laboratoires où ça m'a fait le redéclic de vouloir retourner à la compagnie. Mais je pense pas y rester toute ma vie, mais j'aimerais tester metteuse en scène. J'aimerais être metteuse en scène. D'accord. Pour voir ce que ça fait d'être derrière, ouais, je comprends. Derrière et non pas devant. Et ça fait combien de temps que vous êtes à la Bulbe, vous? Moi, c'est moi le plus jeune, ça fait 4 ans. 4 ans. Enfin, là. Ben, en octobre, ça fera 4 ans. Et vous vous plaisez à la Bulbe? Ça vous plaît? Oui. Ouais. Ça dépend le metteur en scène sur qui on tombe. C'est vrai, des fois ça a été difficile un petit peu? Ouais. C'est quoi qui peut être difficile des fois? Moi, c'est plus l'exigence. Ouais. Et c'est que moi, j'ai beaucoup de mal à... L'exigence, en fait, c'est un truc que je supporte pas. D'accord. Où j'ai du mal à accepter. Donc, du coup, mais je pense que j'ai compris que je crois qu'il y a un problème, en fait, de communication entre ma metteuse en scène et moi. D'accord. Vous avez du mal à vous comprendre, en fait. Voilà, ouais. Donc, d'accord. Ça serait bien que si je pouvais retravailler avec Audrey, ça serait bien, je pense. D'accord. Et oui, c'est dur de travailler avec quelqu'un quand on se comprend pas, ça. Donc, je prends sur moi, mais de reprendre à chaque fois les mêmes scènes, ça me fatigue beaucoup. Oui, c'est fatigant, ouais, je comprends. Après c'est le métier aussi. Ouais. Oui, il y a beaucoup de répétitions dans le métier de comédien, oui, c'est sûr. Ouais. Moi, c'est pas l'exigence du metteur en scène, c'est qu'en fait, c'est quand il s'attaque à l'intégrité physique ou psychique qui est... D'accord, mais tu as des exemples, par exemple, de choses qui sont... que tu n'as pas forcément bien vécues
un metteur en scène qui cherchait à expérimenter mon côté flamboyant, comme il disait à l'époque. Ouais. Et il m'avait pris ma canne des mains en hurlant revoilà Mélène avec ses grands sabots. Tu marches comme ça pour justifier ta présence en ESAT. Et t'as fait quoi dans les mains? Il t'a pris quoi des mains? J'avais une canne Ah, ok. pour jouer Monsieur Loyal. Et, Il t'a pris la canne des mains. et en me disant tu marches comme ça pour justifier ta présence en ESAT. Ah ouais, c'est vachement irrespectueux. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait, toi? T'es resté un peu, oui. Ah bah oui. Ouais. Et vous avez l'impression que par rapport à vos difficultés ou vos handicaps, des fois les metteurs en scène, comment dire, se comportent différemment avec vous ou des choses comme ça, ou pas forcément? Ça dépend de son trait de caractère. S'il est dans la bienveillance ou s'il est dans le faire, quoi. Ouais. Quand on a fait le triptyque Fassbinder, ils ont voulu nous traiter comme des personnes ordinaires, mais ça n'a pas marché, quoi. Ça a été l'erreur qu'ils ont faite, quoi. Oui, ils n'ont pas tenu compte de vos différences, en fait. Voilà. D'accord. Je vous ai envoyé un mail hier pour 3 prestations traiteurs le même jour. Ça va. J'ai répondu, j'ai dit non à... Hier soir, j'ai fait tous les mails. Le 4 juillet. Le 4 juillet, on a 3 prestations. Oui, mais j'en ai eu. Vous avez répondu à... Ouais, j'ai répondu à celui que vous m'avez dit. Ah, ben les deux autres, elles sont validées. Bonjour. Ça va? Ah ben je vous présente, bah, super. Donc, ça va? Ça va, Donc, Florie. Mais nous, on se connaît. Ouais. C'était vu il y a... Ah bah c'est possible. C'était il y a longtemps. Donc, les 4 comédiennes de Julien, Mélène, Jean-Noël et Steve. Et comment tu t'es retrouvée là, toi, en fait? Alors moi, je me suis retrouvée là avec du recul. Je me dis ah oui, c'était comme si c'était, je pouvais pas, c'était assez c'était écrit, je sais pas, c'est mon destin. Mais en fait moi j'avais très jeune, j'ai eu 2 passions dans ma vie, le théâtre et les hôpitaux. Donc voilà, donc quand j'étais enfant, je me disais il y a un truc qui est bizarre parce que je vois pas du tout ce que ça a à voir. Mais c'est pour des raisons, je pense, très familiales en fait. Hein. C'était 2 univers qui m'étaient proche, mais j'avais très envie de diriger un hôpital. Donc après ça, je pense que j'avais très envie de diriger quelque chose, en fait. Mais bon, ça, c'est aussi des motivations qu'on a enfant ou pourquoi, je sais pas. Mais l'hôpital, je trouvais ça. Mon père était médecin et enfant, il faisait des remplacements. J'y ai dormi, j'y ai vécu. Voilà, il y avait un attachement. Parce que quand je disais ça, on me dirait ah, c'est horrible. Je sais, mais en tout cas, il y avait un terrain de voilà affectif, en tout cas. Et puis la question du soin, bien entendu, qui me touchait beaucoup. Et je pense que j'avais envie de porter un projet, mais pas un projet d'entreprise. En fait, ça m'intéressait pas du tout. Donc j'avais un projet. Je considérais quand même très politique, social, bon bref. Et après, j'ai découvert le théâtre qui m'a fait dévier beaucoup de mon premier désir, puisque là, ça a tout. Quand on rencontre le théâtre, en général, à l'adolescence, ça chamboule tout. Donc, il n'y avait plus que ça. C'était très intense, très fort. Et j'en ai fait toute à partir de l'adolescence jusqu'à mes 40 ans, j'en ai fait de façon très intensive. D'un point de vue universitaire, puis à un moment professionnellement, et puis après, j'ai quand même décidé d'être directrice d'établissement, finalement pas d'hôpital, mais d'établissements médico-sociaux et sanitaires. Et voilà, bon, ça c'est un parcours comme ça, et quand j'ai entendu évidemment parler de la Bulle Bleue qui était en projet, c'était un établissement à ouvrir, j'ai très très envie de le faire. Dans le cadre de mes études, j'avais fait un mémoire sur les ESAT artistiques, hein, donc je connaissais très bien les structures, il y en avait très peu, hein, notamment, puis moi je relevais du ministère de la Santé, donc je ne pensais pas du tout que je savais très bien qu'il n'y en aurait jamais dans le public, mais en tout cas j'avais étudié ces modèles et j'avais, évidemment c'était des champs d'application et de pratique qui m'intéressaient beaucoup, et donc j'ai eu la chance en fait d'apprendre qu'il y en avait un qui se créait à Montpellier, donc j'ai souhaité participer à son ouverture. Effectivement, c'est vrai que c'est un peu écrit quand même. En tout cas, c'est vrai que des fois je dis aux gens plus jeunes qui disent ah mais je sais pas, là je vais dans tous les sens, je dis ouais mais parce que moi je me posais la même question à un moment donné. Je dis oh mais non ma frère, au bout d'un moment il y a un truc qui s'aligne. Namasté.
Vous souhaitez ouvrir et aligner vos chakras, être connecté à la source, relié à la terre et au ciel. Installez-vous, la méditation va bientôt commencer. Moi je suis autiste et je vous emmerde. Ça ne se dit pas. À la Bulle Bleue, à Montpellier. C'est quoi vos plus grandes forces, chacun? Pouvoir mémoriser les textes de chacun. Ouais, plus grande force, et moi c'est l'esprit de troupe déjà. Ouais. T'aimes bien être en collectif et oui, ouais. Bah, c'est ça qui fait avancer et voilà. Vous vous soutenez, vous êtes solidaire Assez, tant que tout. Ouais. On fait ce qu'on peut. Après, il y en a qui aiment pas l'aide, donc du coup, c'est dur d'aborder son aide à quelqu'un qui veut pas, quoi. Ouais. Enfin, du coup, tu veux la personne pinailler, quoi. Ouais. Et toi, ta plus grande force? Moi, je dirais mon imagination débordante et moi, ma capacité à m'adapter dans n'importe quelle situation. Même si j'ai mis un peu mal à l'aise mes collègues en improvisant en plein milieu d'un spectacle, qui chaque jour me fait « Mais t'as improvisé en plein milieu !» Ouais, mais c'est le but aussi du théâtre, de pouvoir jouer avec ce qu'on a à donner, quoi. Tu demandais s'il y avait plusieurs forces Ça peut être plusieurs, oui. Après, mon autodérision. Le plaisir de transmettre le métier de comédien. D'accord. Ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus, donc je trouve ça intéressant de transmettre ça par des personnes en situation de handicap. Pour moi, c'est important parce que ça permet que ça donne aussi une autre image. Oui, d'accord. Ça redonne. Et il y a des gens, des fois, ils disent ah ouais, quand même, c'est pas si facile que ça. Et ils s'en rendent compte parce que des fois, ils connaissent pas certaines choses. Et après, il y a toujours des gens qui sont stupéfaits de ce qu'on fait. Et du coup, je me dis, le fait d'être comme ça et puis de transmettre et de montrer ce qu'on fait et ce qu'on travaille tous les jours, ça permet de voir un peu, de montrer les choses, voilà, tout simplement. D'accord. Et moi, ce que j'aime bien, c'est partir en tournée. Aussi, ça me permet de découvrir d'autres lieux. Ouais. Et de travailler avec d'autres équipes différentes aussi. Ouais, d'accord. Moi, je m'appelle Audrey Prolac, je suis éducatrice à la Bulle Bleue depuis le 1er juillet 2012, donc quasiment au début. Voilà, donc je suis rentrée en tant que monitrice éducatrice et le poste a évolué en tant que moniteur d'atelier. Et aujourd'hui, je suis titulaire du diplôme d'éducatrice spécialisée et on verra si mon poste évolue en ce sens. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux me parler de manière plus concrète de ton travail? Qu'est-ce que tu fais avec les comédiens de la Bulle Bleue? Alors, le métier d'éducateur au sein d'un projet comme celui de la Bulle Bleue, il est assez particulier dans le sens où encore aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas un modèle préétabli vraiment. Donc, moi, je l'ai découvert au feeling, c'est-à-dire que moi, je venais d'un institut plus conventionnel. Je travaillais dans un lieu de jour plutôt orienté sur l'accueil de la psychiatrie. Justement, des personnes qui sont en souffrance psychique, donc j'étais plus sur des activités de jour et culturelles. Donc j'ai postulé à la Bulle Bleue, j'ai rejoint l'équipe pour le côté théâtre, parce que où j'étais avant, j'animais un atelier théâtre avec une comédienne professionnelle et j'avais envie de voir un petit peu. J'en ai parlé je me souviens dans ma lettre de motivation pour devenir EduxP, pour faire ma VAE, où je disais que j'avais envie de poursuivre ce que j'avais pu observer sur ces ateliers de théâtre dans une dimension professionnelle, parce que j'avais bien perçu les effets thérapeutiques que pouvait avoir la pratique du théâtre, et j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner sur du long terme. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à la Bulle Bleue, j'ai rejoint le projet. Et au début, ça a été vraiment la prise de poste assez instinctive, c'est-à-dire vraiment au feeling, voir là où les personnes avaient le plus besoin de soutien. Et puis, ça a été beaucoup au début, je crois, de la reformulation de consignes, la précision sur les intentions de jeu, essayer de voir si les personnes avaient bien compris, voilà. Mais bon, comme on travaille avec une metteur en scène qui était absolument incroyable,
disons que j'étais plus là en soutien s'il y avait des enjeux émotionnels qui pouvaient survenir sur des improvisations. Voilà. Et puis petit à petit ça s'est étoffé, hein, forcément, avec la montée en charge. Donc on est passé de 8 comédiens à 12, et puis au niveau de la diversité des projets. Et je crois que là où ça s'est un peu vraiment emballé, c'est avec l'arrivée de Bruno Gélin sur le triptyque autour du thème de Fassbinder, où le fait qu'on traite des sujets aussi graves et réalistes, j'ai envie de dire, hein, très ancrés dans le réel, parce que Fassbinder, c'est un réalisateur et un écrivain de théâtre très ancré dans le réel de son époque. Et par exemple, les sujets en question, ça pouvait être quoi ? Ça pouvait être la place des femmes, la place des étrangers, le bouc émissaire, les effets de groupe, les effets de la pauvreté, voilà, parce que c'est beaucoup de l'après-guerre, hein, ces années 70 et toute cette période-là de grande mouvance un peu sociétale, surtout en Allemagne avec le mur, avec tout ça, il y avait tous ces enjeux-là. Et c'est beaucoup j'avais envie de dire les grandes perversions humaines et les grands sentiments, ces choses-là. Et là, j'ai commencé à voir que mon rôle, il allait être vraiment dans la médiation émotionnelle. Donc parce que c'est venu rapidement poser la question de quand on est un comédien en situation de handicap, c'est quoi la différence entre le jeu et la vraie vie ? Parfois on sait bien faire la différence, et quand ça touche vraiment des sujets très très réels qui s'ancrent vraiment dans une réalité qu'on peut vivre au quotidien, là des fois c'est un peu plus compliqué, parce que jusqu'à présent on avait travaillé sur les contes, on avait travaillé sur le monde du travail, mais toujours très distancié, en reprenant des paroles de chefs d'entreprise, etc. Et pour un travailleur en ESAT, parler comme un chef d'entreprise, ça reste quelque chose d'assez fictionnel finalement. Mais là, avec Fassbinder, on touchait vraiment à quelque chose qui venait dans leur intime aussi, mettre quelque chose en jeu. Il y avait une forme de transfert qui était assez forte. D'accord. Et là, j'ai commencé à voir que ça pouvait être parfois compliqué pour eux et que ça les atteignait aussi, hein, forcément. Moi, je me souviens d'une scène où le metteur en scène demande à une comédienne de jouer la rupture, sachant que cette comédienne, en fait, la rupture, c'est ce qui lui fait le plus peur dans sa vie perso, c'est quelque chose qui la met extrêmement en souffrance. Et du coup, c'était très difficile pour elle de jouer vrai, parce qu'elle voulait surtout pas repasser par les émotions qui sont les siennes quand elle vit ces situations-là. Donc c'était assez compliqué. Et voilà, sur plein de petites... J'aurais des milliards d'exemples, hein, comme ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Alors moi, je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai quand même travaillé 6 ans avec des personnes en souffrance psychique et avec des professionnels de santé qui étaient très, très, très pointus et qui partageaient énormément leur savoir et la manière de se positionner, de soutenir les personnes en fragilité. Du coup, je pense que j'avais de bons outils. Pas forcément toujours adapté au milieu spécifique du théâtre, mais en tout cas, je pense que j'ai fait plusieurs formations, moi, sur la prise en charge de la maladie psychique et comment on accompagne les personnes. Et j'avais travaillé un petit peu avec le service qui est devenu aujourd'hui le service du REAM. Voilà, sur le rétablissement en santé mentale. J'avais commencé, j'ai fait une toute petite formation il y a quelques années au Croix-Marine sur ce sujet-là. Donc voilà. Non, après, il suffit d'être vraiment à l'écoute, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose d'être bien attentif, observer, être à l'écoute et trouver toujours les mots qui rassurent. Et voilà, hein, faire toucher du doigt le potentiel de chaque personne, ça c'est hyper important. Juste petite parenthèse. Donc Floriada qui est une comédienne. Alors je suis une artiste pluridisciplinaire. Ah bah, et mais oui, elle était venue il y a 10 ans. Et Mikey a adoré ton livre. Ah bah super. Parce que je les vois tout là-bas. Celle qui a écrit le bouquin que t'as kiffé. J'aimerais bien vous poser une question. Bah d'ailleurs, en fait je fais un podcast. Et c'est un podcast qui s'appelle Ça se dit pas. Et j'aimerais bien vous demander, vous, qu'est-ce qui d'après vous ne se dit pas, que ce soit dans votre travail, par rapport à votre handicap, que ce soit... Vous pouvez prendre la question comme moi, vous il y a un mot qui me gêne, c'est le mot handicap. Ouais, d'accord. Parce que c'est vrai, j'ai un handicap, et j'en suis conscient, mais c'est un mot qui me gêne. D'accord. Tu préférais quoi comme mot, toi ? Déjà, professionnel, normal.
Ouais. Pas un truc... Qu'on souligne pas à chaque fois. Des fois, quand on parle de nous, ouais. que ce soit des journalistes ou des articles, ils mettent toujours comédien en situation de handicap. Et ça me gêne parce que... ça devrait pas être souligné. Le handicap, ça me gêne parce qu'on croit qu'on nous voit comme des handicapés complètement débiles mental, tu vois. Et moi je vois comme ça, mais on est handicapé, ok, mais ça veut dire qu'on ne sait rien faire. Ouais. Que c'est handicapé, on peut faire plein de choses très, très importantes, on peut faire de très belles choses. Donc si on pouvait changer le mot handicap par autre chose, je pense que ça serait bien. D'accord. Moi, ce qui se dit pas, c'est ça se dit pas. Moi, je suis une grande gueule. Moi, je dis tout ce que les gens pensent tout bas. C'est vrai, tu dis tout? Ouais. D'accord. Moi, une fois, je suis venu voir Steve et je lui ai dit en face, t'es moche. Normalement, ça se dit pas, mais... Moi, ma mère a toujours dit, sois gentil avec les gens, dis-leur toujours la vérité. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit, il y a des choses non plus qui se disent pas. Ouais, mais... Salut Thierry. Et vous? Bah, à part les mots théâtraux qu'on ne peut pas prononcer comme vers, comme corde et comme... Les trucs de superstition. Ouais, non mais c'est pour rigoler. Mais... J'aimerais quand même faire un projet avec tous les mots interdits et dire du balancer pourquoi pas, ouais. Ce serait marrant. On se ferait auto-censurer, on se ferait avoir. Mais... Non, après je pense que c'est bien aussi de dire les choses en face et c'est plus les non-dits quand on ne dit pas les choses que ça peut peser dans un groupe artistique, surtout quand on fait un projet théâtral, quoi. Ouais. C'est quelque chose de commun, tous ensemble. Des lieux comme la Bulle Bleue, il n'y en a pas assez par exemple. Il n'y en a pas assez, voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail en tant que directrice de la Bulle Bleue? J'ai toujours pensé que ce qui me plaisait, c'était aussi d'être praticienne, c'est-à-dire de la pratique, en fait, d'être sur le terrain et de... j'ai fait des études, moi, d'économétrie, et j'ai toujours été un peu ambivalente en savoir est-ce que je voulais être sur une dimension plutôt de réflexif et de recherche, et je me dis, non, mais moi, j'ai pas envie de rester assise toute la journée dans mon bureau, j'ai envie que ça bouge, que... Bon, en vrai, je suis beaucoup assise toute la journée dans mon bureau au final, mais quand même, je m'étais dit que ça le serait moins. Et en fait, ce qui est assez stimulant, c'est que effectivement, chaque jour, je ne fais pas la même chose, et dans la journée, je ne fais rarement la même chose dans la même journée. Et après, évidemment, il faut quand même aimer... il faut aimer être un peu leader quand même, ça sinon je pense que c'est complexe, c'est une fonction qui est pas simple, il faut vraiment se l'approprier, il faut trouver le juste équilibre sur ce que ça signifie pour soi. Mais je me souviens même quand je faisais du théâtre en collectif où j'ai toujours bien aimé, j'aime bien entraîner ou fédérer, voilà. Et ça c'est vrai que ça me donne beaucoup d'énergie en fait, aussi. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui sur la formation de l'acteur et le jeu de l'acteur, je crois que moi personnellement c'est ce qui m'intéresse le plus, plus que l'écriture au plateau, l'expérience sensible de la création et du spectacle me plaît beaucoup, mais voir les 15 acteurs évoluer, se former, devenir, c'est pour moi un grand plaisir. Je pense qu'il y a des comédiens qui n'ont pas forcément besoin de mon intervention sur ces moments-là de création. C'est plus, ça va s'emballer pour eux juste avant le jeu, où il y a toujours des états de trac et voilà. Après, non, ça se distribuait assez bien, je trouve. Et puis, faut quand même que j'avoue, j'ai toujours eu pendant toutes ces années de travail la présence d'un stagiaire EduxP ou d'un stagiaire moniteur éducateur à mes côtés. D'accord. Donc voilà, j'ai toujours pu m'appuyer sur des personnes en formation dans les écoles qui, je pense, ont eu des stages d'une richesse incomparable, parce que justement, ça leur permettait de voir comment on s'adapte, comment on adapte le discours, comment on adapte son écoute,
les propositions qu'on peut faire. Et puis on a aussi une équipe pluridisciplinaire avec une psychologue et une psychiatre qui sont là pour réguler vraiment quand il y a des moments. Et les metteurs en scène souvent ont aussi déployé des choses intéressantes. Mais c'est vrai que le fait qu'ils soient professionnels, on s'appuie exclusivement sur l'entrée de travail. Oui. Après forcément, quand on vient toucher à leurs émotions et à ce que ça vient remuer dans leur perso, là, on va essayer d'orienter vers la psychologue du travail où ils ont, pour la majorité, un suivi à l'extérieur. Voilà, on essayait toujours de réguler, de trouver les réponses et de trouver l'apaisement. Nous, l'urgence, c'est quand il y avait des situations un petit peu compliquées, dans l'émotion que pouvait générer l'improvisation, en tout cas le travail au plateau. Ça arrive comme ça, des fois, qu'il y ait des comédiens qui craquent vraiment et qui... je sais pas, partent. Oui, on a une comédienne justement sur le cycle du travail autour de Fassbinder qui a préféré arrêter parce que pour elle, c'était trop proche de l'actualité, trop proche de la réalité, que elle voyait déjà le monde elle voyait déjà plein de choses aux informations le soir qui lui faisaient du mal, donc elle n'avait pas envie de ressasser ces problématiques-là, de chômage, de rapports humains difficiles, donc elle a préféré arrêter. Quel est le rôle d'un lieu comme la Bulle Bleue aujourd'hui dans la société actuelle ? Je dirais que c'est un rôle très politique, très politique. En fait, la Bulle Bleue, il y a du prosaïque et de l'universel un peu. C'est-à-dire que simplement, on est une compagnie à un lieu et notre rôle, c'est aussi de professionnaliser les personnes qu'on accompagne, que notre communauté qui réunit une 50aine de personnes déploie son projet et que chacun, on y trouve notre place. Et je dirais simplement, déjà, c'est ça notre rôle, quoi. Et des fois... Alors après, on a bien conscience que à la fois politiquement et symboliquement, on a un rôle qui nous dépasse un peu par rapport à cette première approche. Et là, je pense qu'on a effectivement, un rôle politique à jouer d'expérimentation et de réflexion sur la question de l'inclusion. En tout cas, la question de l'accès au droit, on dit aussi l'action du pouvoir d'agir des personnes. Et là-dessus, j'ai conscience quand même que on a un rôle à jouer là-dessus parce que on a un projet assez innovant. Qui se base quand même aussi sur la question artistique et le geste artistique pour avoir un langage plus large. Après, des fois, conceptuellement, ça me dépasse un peu en fait, parce que je pressens, je vois ce que ça peut représenter. Après, c'est pour ça qu'on s'adosse aussi avec des chercheurs, avec des artistes, des personnes qui vont un peu aussi développer ce qu'on touche du doigt. Mais c'est pour ça quand même qu'on est quand même assez proactif à la fois sur le territoire de la métropole, sur les questions inclusives, et aussi au niveau national, parce que je pense qu'on a aussi un rôle à jouer pour démontrer ou pour agir, pour faire évoluer les droits des personnes en situation de handicap. Alors nous, sur le champ artistique, mais en fait, on sait très bien que si ça évolue sur un champ, ça évolue sur d'autres. Bon, voilà, après, notre rôle... je pense aussi qu'on a un rôle esthétique, c'est-à-dire que je pense que il y a un geste artistique qui est déployé, il y a une compagnie, il y a des acteurs qui ont une présence scénique qui est certainement particulière. Et je pense que du coup on a aussi un rôle important de création. Et là je pense qu'il y a quand même une esthétique à défendre, à déployer. C'est sûr, on veut juste prouver à la face du monde qu'on n'est pas des débiles qui crient en gâteau. Moi par exemple, j'ai été scandalisé par le film d'Artus, Un petit truc en plus. Ah oui, ouais. Parce qu'il montre un petit côté joli, pour rassurer les gens ordinaires. Mais les gens seraient plus sensibles à nous côtoyer directement que d'aller voir un truc joli. On est tous beaux, tous gentils. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est toujours bien intentionné. Des fois, il y a des gens qui sont pas forcément sympas non plus dans ce milieu. Voilà, dans les personnes qu'on accompagne, les gens qui sont pas toujours sympas. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit pas. Ouais. Et des fois, quand on éduque, on en prend un peu plein les dents et non seulement
parce que c'est pas simple. Des fois, on accompagne des gens qui sont pas sympas, voilà, qui sont raides, qui sont pas forcément toujours reconnaissants de l'investissement qu'on a. Et voilà, des fois, c'est pas facile. Quand j'ai commencé mon job, je travaillais avec des enfants en situation de handicap. Et des fois, je rentrais chez moi, parce qu'à l'époque, je vivais encore chez mes parents. Et je disais à ma mère, je dis, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gamins? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça va être quoi leur vie? D'institution en institution, mais est-ce qu'ils vont pouvoir travailler, est-ce qu'ils vont pouvoir se réaliser, être heureux, avoir une belle vie? Et c'était vraiment quelque chose qui me plombait le moral, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils allaient devenir. Et quand je suis arrivée à la Bulle Bleue, j'ai vu qu'ils pouvaient devenir. Et je vois en fait des gens devenir, se réaliser, et moi ça fait 12 ans que je les accompagne, et quand même je suis témoin de parcours de réalisation professionnelle et personnelle qui sont chouettes, quoi, qui sont vraiment, enfin, je souhaite à tout éducateur de pouvoir vivre ça, quoi, de pouvoir accompagner des personnes vers une autonomie personnelle, professionnelle, une réalisation, enfin, juste voir des gens avoir une chouette vie, quoi, malgré le handicap, ça c'est génial, malgré les situations difficiles dans une vie, quoi, les voir être heureux et se réaliser, c'est super pour moi. C'est ça qui me guide. Puis je crois que voir une salle faire une standing ovation aussi, ça c'est assez grisant. Franchement, quand on est en coulisses et qu'on voit ça, la première fois, ça fait vraiment plaisir. Ça fait quoi. quelque chose. Ouais. On est dans une période un petit peu particulière là en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose, vous, voilà, en tant que structure, que vous craignez? Comment tu... Ah de toute façon, moi en tant que citoyenne, je le crains. Donc de toute façon, j'ai aucune objectivité. Je suis complètement... extrêmement inquiète sociétalement. Ouais. Donc... en tant qu'institution, je peux pas dire, parce que si le RN arrivait au pouvoir, hein, c'est la question que tu me poses, mais bon, j'imagine, c'est comme ça que je l'entends dans le contexte actuel. Mais bon, de toute façon, on est dans un contexte de crise globale, hein, donc même si le RN n'arrive pas au pouvoir aujourd'hui, de toute façon, il y a une vague de fonds et qui est très inquiétante. Je sais pas sur nos institutions s'il y aurait un danger économique, par exemple, ça je ne sais pas, même si malheureusement, je sais que les ATS n'ont pas du tout considéré comme prioritaires sur les accompagnements sociaux et médico-sociaux. C'est dommage, mais bon, dans un contexte de crise économique et de choix, on peut entendre qu'il y ait des choix qui soient faits. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est philosophiquement. Nous, on travaille sur l'émancipation de la personne, la prise de risque, le pouvoir d'agir. Je pense que sur la question du handicap, moi, je suis à 1000 années-lumière de la conception du RN, que je connais pas vraiment, mais en tout cas, je suis loin. Nous sommes loin. Hein, je pense que je partage à l'équipe de toute forme de maternage, de paternalisme, de mise sous cloche. Donc, ça, je pense que on risque d'être dans une société qui ne sera pas une société propice à l'émancipation pour tous, pas que pour les personnes dites en situation de handicap. Donc là, ça m'inquiète grandement. Et après bien sûr, ça va ça va créer des tensions aussi, parce que chacun va se positionner différemment. On est sur des enjeux de service public, donc on n'est pas aux premières lignes comme... Là, je suis contente de ne pas être commissaire de police, par exemple, mais puis on est sur de l'associatif, mais quand même. Et puis ça va créer des clivages au sein du... S'il y a 35% de personnes qui votent RN, ça veut dire que, même si nous on est peut-être un milieu un peu protégé, mais quand même, c'est... Donc oui, je suis globalement inquiète. Et après, je pense que ça ne va pas être propice aux formes d'expérimentation artistique, aux formes alternatives. Bon, voilà. Donc je pense qu'il faut lutter, quoi. Faut résister, mais bon, c'est pas facile, quoi. Donc, oui. Mais en même temps, vous résistez par ce que vous faites, en fait. Oui, puis moi je suis donc... la Bulle est gérée par une association apolitique, mais qui est quand même une association très militante d'éducation populaire. D'accord. Et qui est du coup apolitique, donc qui est aussi indépendante.
du pouvoir politique. Donc je pense que c'est une association qui est en capacité aussi d'agir, en tout cas pour résister, quoi, en fait. Et ça aussi, c'est important de savoir où on est, et où on travaille, et où on met les pieds. Ouais. Tout ça, c'est lié, hein, c'est intimement lié, la question politique, la question du handicap, le regard de la société. C'est toujours l'accès au droit, l'accès à être soi, l'accès à être un peu indépendant. Et paradoxalement, je trouve que pourtant, je me dis, bon, moi je vois, quand j'observe ma fille qui est adolescente, je vois bien qu'il y a quand même des visions en fait de l'identité qui se décloisonnent quand même. Et donc je me dis, en ce moment, ouais, je trouve ça super. Mais je me dis, bah, ça va... Bon, en même temps, on a quand même action-réaction, hein, parce qu'on voit bien que ça énerve beaucoup de personnes. Enfin bon, ça prouve que ça avance, s'il y a de la réaction. C'est vrai, il faut toujours garder Donc ça veut bien dire qu'on est quand même, que les gens sont un peu bousculés. Alors je me dis, bah, cette question identitaire, elle est sur tous les sujets, en fait, et notamment sur le sujet de l'action du handicap et des capacités. Donc ça avance, mais... je pense que c'est encore quand même très dans un univers de gens qui sont sensibilisés. Je dirais pas de spécialistes parce que je pense que c'est un peu plus large, mais ouais. Bah nous on le voit. Enfin on a toute une série d'épisodes sur l'identité. Et c'est vrai qu'on a l'impression. Alors bah, c'est marrant, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on reste dans ce petit monde et qu'on échange avec des personnes concernées, on a l'impression que ça avance. De façon incroyable et que en fait mais dès qu'on sort de, et moi je vois même ne serait-ce qu'avec ma famille en fait qui sont pas forcément sensibilisés à tout ça, ah ouais, ça crée souvent des frictions et une incompréhension et parce que je pense que les familles fonctionnent encore avec des schémas où il faut un travail, une famille, mais parce que c'est des représentations de sécurisation, mais là-dessus c'est vrai que et je trouve que la jeune génération, elle dépasse tellement ces questions-là. Ça se dit pas. À la bulle bleue. Et toi, Audrey, en tant qu'éducatrice, qu'est-ce que tu aimes moins dans ton travail, ou peut-être qu'est-ce qui est plus compliqué ? Des fois, le rapport au metteur en scène est pas simple, dans le sens où des fois l'exigence professionnelle, des fois on est un peu dans une tension comme ça entre que voudrait obtenir le metteur en scène et ce que la personne est capable de donner, et des fois il y a un petit écart quand même, et des fois ça arrive la rencontre s'opère pas en fait, et qu'il y ait des personnes qui sont un peu débarquées des projets, et bon, nous on considère toujours ça un petit peu, moi de ma place je me dis toujours, ah mince, on n'a pas trouvé le chemin en fait, pour que ça colle, quoi. Mais après, bon, on sait que ça ne nous appartient pas non plus totalement, hein, parce que les projections des metteurs en scène dans ce qu'ils visualisent de leur œuvre terminée, quoi, de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils recherchent, c'est toujours la loi du marché aussi, du casting, la distribution, c'est un peu, il y a quand même ces enjeux-là qui sont là, et comment vous gérez, parce que je sais que les comédiens, justement, quand je leur ai demandé, ils m'ont raconté des épisodes un peu difficiles qu'ils ont eu avec certains metteurs en scène, et pour eux, qu'ils ont vraiment vécu comme une violence. Comment vous, à partir de quel moment justement vous estimez que, par exemple, oui, il y a pu y avoir violence, ou est-ce que c'est juste des difficultés de communication et ça doit pas être toujours facile à jauger. Non, il y a eu des périodes où c'était très compliqué, où moi j'essayais de temporiser avec le metteur en scène ou avec les metteurs en scène, et des fois ils sont en capacité d'entendre le discours éducatif, en tout cas, puis des fois moins. Il y a des metteurs en scène qui sont totalement... moi, je me suis retrouvée assistante d'un metteur en scène parce qu'il voulait absolument pas faire d'impair. Et puis, il y a plusieurs metteurs en scène comme ça qui ont dit, non, nous, on veut l'éducateur au plateau, on veut pas commettre d'impair, on veut pas froisser, on veut pas mettre en difficulté, on veut pas faire souffrir, en fait, hein, tout simplement. Que le jeu reste quelque chose de plaisant, pas forcément toujours facile, hein, parce qu'on sait ce que ça engage, mais... Voilà, il y a des moments où c'est compliqué. Moi, je me suis déjà... ça se dit pas, mais j'ai déjà dit à un metteur en scène que c'était un gros con dans la manière qu'il avait de s'adresser à quelqu'un. C'est vrai, ça m'a valu une petite dispute de ma directrice en me disant que ça se faisait pas, mais bon, moi, j'avais bien mesuré que là, c'était pas possible, la façon qu'il avait de... l'exigence, il la plaçait pas au bon endroit, et... la manière de... Je pense qu'il aurait pu avoir le résultat qu'il souhaitait avec beaucoup plus de
diplomatie, et bon, mais il n'avait pas le temps. Parce que des fois, il y a ça aussi, c'est qu'il y a l'urgence. Voilà, quand les metteurs en scène, on voit qu'on arrive dans l'urgence du jeu, que ça se rapproche d'échéance, là, on sent qu'il y a quelque chose qui chez eux, la patience, elle est plus au même endroit, le curseur est plus au même endroit, et chez les comédiens, malheureusement, c'est la même chose, c'est-à-dire que eux, ils ont l'impression du jeu, du résultat, ils sont bien là, ils sont toujours... Enfin, je crois que les comédiens de la Bulle Bleue, et globalement, je crois que les comédiens qui sont porteurs d'une situation de handicap, il faut pas oublier qu'ils donnent tout. Je crois que globalement, ils sont tellement volontaires, ils sont tellement dans le don de soi, il n'y a pas ce... Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les metteurs en scène avec qui j'ai collaboré, qui m'ont toujours dit, pour la majorité des comédiens en situation de handicap, être acteur, c'est pas rien. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose qui joue d'une vérité absolue, une réalisation, enfin, je sais pas comment dire, mais... Oui, ils sont pas dans l'économie ou dans la retenue, quoi. Ils sont très investis. Non, ouais. Alors, pas tous, mais quand même la grande majorité. Mais des fois, c'est assez fulgurant. Il y en a qui n'ont pas besoin spécialement de trop répéter, de trop travailler, et qui vont être dans un instantané au plateau. Du moment où il y a le public, il y a une espèce de truc magique qui se passe, où là, ça va être incroyable, alors qu'on avait très peur que ça... Ouais. Et non, mais des fois, il y a des choses... ouais. En tout cas, c'est une aventure, moi, que je trouve assez incroyable, quoi. Et tu vois, moi, souvent, les premières années, à la sortie des spectacles, je pouvais entendre des trucs terribles. Je disais, c'est pas mal pour des handicapés, c'est bien. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, j'entends plus du tout ça. Hein. Au contraire, je crois que vraiment, on a gagné. Mais malheureusement, je trouve que c'est pas encore assez démocratisé, quoi. Qu'il y ait encore ce clivage entre artistes en situation de handicap et les autres, finalement. Je le vois aussi au niveau de la professionnalisation, je le vois sur plein de niveaux, quoi. Et l'accès aussi aux écoles, et bon, voilà, ça me questionne, parce que je trouve que la beauté dans tous les métiers artistiques, c'est que, en fait, tout le monde peut y avoir accès du moment où le talent, il est là, et l'envie, quoi. Et nous, à la Bulle Bleue, du talent, là, il y en a, c'est sûr, de l'envie encore plus. Moi, je suis autiste et je vous... Qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se dit pas sur la question de en situation de handicap, handicapé, neuroatypique, ça je ne sais pas moi. C'est vraiment une question et j'ai pas la réponse en fait sur tout ce qui se dit pas sur cette question. Je pourrais vouloir en fait que ça ne se dise plus par exemple. Ouais. Moi je me dis oui on pourrait se dire tiens une société qui ne dit plus et que du coup on se dise tiens il me semble que cette personne est différente de moi. Mais bon, je suis en capacité, en fait, de me dire que, oui, c'est riche, en fait. Ça se dit pas. Les rencontres. Ça ne se dit pas.